Stéphane de Gros, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Bouscapé. Merci beaucoup. Après le succès du tome 1 de vos chroniques Voyage en Absurdie, vous êtes de retour avec le tome 2 et un DVD. Le tome 1 a fait 300 000 exemplaires vendus. Oui. Vous attendiez à ce succès-là? Non, je ne m'attendais pas à ce que 300 000 personnes aillent à la caisse d'un magasin à demander est-ce que vous avez Voyage en Absurdie 300 000 fois cette même phrase. Non, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour être très honnête, je ne m'attendais pas à être édité chez Plomb. Je ne m'attendais pas à avoir le succès de cette chronique sur Canal. Je m'attendais à rien en fait. Depuis le départ, je m'attends à rien. Donc tout ça, c'est que du bonus. C'est un peu le gâteau sur la cerise. Alors votre ouvrage, il a dépassé le statut de l'œuvre littéraire parce qu'aujourd'hui, vous êtes devenu un objet de décoration dans le salon. Je me rappelle qu'avant, c'était l'édition, les grandes éditions du Larousse qui faisaient bien dans le salon pour bien montrer qu'on aimait la littérature. Aujourd'hui, il suffit de votre livre. C'est un peu plus économique, mais vous avez votre place en général dans les salons bien. Mais je viens, chaque personne qui achète mon livre, je viens le déposer, le livrer en main propre, et je me mets quelques instants au bord de la cheminée, le temps de la photo, et puis je rentre chez moi. Donc j'ai été dans 300 000 foyers, vous vous rendez compte? J'en ai vu des gens. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est quoi de neuf dans ce tome 2? Quoi de neuf dans ce DVD? C'est ce qui n'a pas été mis comme le reste des chroniques. Alors, Voyage en Absurdie, c'était la première saison du supplément, avec le portrait de toutes des personnalités qui étaient dans l'actualité, des personnalités vivantes. Et pour la saison 2, Retour en Absurdie, ce sont mes chroniques de la deuxième saison au supplément qui étaient consacrées à nos chers disparus, qui ne sont plus des nôtres. Et donc j'ai été les visiter là où ils se trouvent, et voir un peu ce qu'ils étaient devenus et avec qui ils étaient dans l'au-delà. Donc ça me permettait d'avoir un échantillonnage assez large de personnalités diverses et variées. Et avariées désormais puisqu'elles étaient décédées. Alors justement, ces rencontres fictives, est-ce que ça évacue pas une frustration journalistique de ne pas avoir eu l'occasion d'échanger avec certaines d'entre elles? J'imagine qu'Adolf Hitler, c'était peut-être pas forcément le cas, mais il y en a eu d'autres. Alors ça n'évacue rien du tout, parce que le transit se passe très très bien. De manière assez naturelle, et que je n'ai jamais eu la vocation d'être un journaliste. Ici, dans ce cadre-là, c'est vraiment c'est le comédien qui imagine, un voyage absurde, prétexte pour rencontrer quelqu'un, ou c'est plutôt ce quelqu'un qui est le prétexte à un voyage absurde. Et non, il n'y a aucune frustration, il n'y a aucune revanche sur quoi que ce soit, il n'y a surtout aucun message, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de morale, il n'y a rien. En fait, ça ne sert à rien. C'est peut-être pour ça que c'est utile. L'exercice de la chronique pour un comédien, c'est assez particulier. Oui. Comment ça vous est venu? Parce que vous avez fait, on va en reparler aussi, vous avez fait plein de choses avant. Comment ça vous est venu de se baser sur l'écrit alors qu'aujourd'hui, la plupart des artistes, des comédiens, surtout ceux qui font du stand-up, misent peut-être un peu moins sur l'écriture et peut-être un peu plus sur la gestuelle et sur tout ce qui va avec. C'est peut-être aussi pour ça que vous n'avez pas voulu monter sur scène. Et c'est pour ça que je ne suis pas humoriste. C'est pour ça que je suis comédien. J'écris, j'ai toujours écrit. Et donc là, je me suis servi un texte. Pourquoi cette idée-là? C'est parce que quand j'ai eu l'opportunité de montrer ma pomme chez Canal, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Au début, j'ai refusé parce que j'avais pas d'idée. Et puis surtout que j'étais pas chroniqueur, j'étais pas journaliste, donc je trouvais pas trop ma place. Et puis c'était le début du conflit syrien. On parlait de Bachar el-Assad et je me dis, tiens, au fond, personne n'est allé le rencontrer. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de me dire, tiens, au fond, si j'allais le voir, d'un point de vue imaginaire, sur qui est-ce que je tomberais? Quel est le genre de bonhomme est Bachar el-Assad? Où vit-il? Comment? Voilà, donc c'est comme ça que cette idée a germé. Et après Bachar, je me suis dit, au fond, je peux rencontrer le pape, je peux rencontrer la terre entière. Donc tout d'un coup, j'avais trouvé un fil sur lequel j'ai tiré, et puis ça s'est déroulé pour en faire une énorme pelote. Alors vous avez chroniqué à la radio, notamment sur France Inter, mais c'est surtout vos interventions sur Canal qui ont marqué l'opinion publique. Vous avez commencé dans la matinale, avec Maïtena à l'époque. Non, avec Caroline Roux. Avec Caroline Roux, oui. Donc déjà avant. Donc Caroline Roux à la matinale. Maïtena, je l'ai vu 2-3 fois à la matinale, pas plus. Parce que c'était Caroline qui officiait le vendredi. Et ce qui est assez chouette, c'est que Caroline a été la première à être ce trait d'union, à être cet élément qui fait que la chronique fonctionne,
en donnant le là sur le rire, sur l'étonnement, sur l'interrogation, qui était le trait d'union entre le public et moi. Et quand j'ai quitté Caroline Roux, la matinale, pour me retrouver avec Maïtena, que j'avais vu peu de fois à la matinale, j'étais un peu désemparé parce que j'avais plus ce trait d'union. Et pendant 2 ans, Maïtena a été, comme Caroline, cet élément assez indispensable à l'efficacité de cet exercice. Parce qu'elle était là à aider le spectateur à faire comprendre ce qu'on ne comprenait peut-être pas, à être avec lui dans l'écoute, dans le rire, dans la réaction. Donc c'était une partie à 3 en fait, c'était le spectateur, Maïtena et moi. Et je pense que je ne l'ai pas suffisamment dit à quel point elle était importante pour moi dans cet exercice. Maïtena, merci. Ce qui a développé... Merci. C'est un merci de répétition. Ça marche. Merci, mais c'est trop. Ce qui a développé, on va dire, vos œuvres à la masse, c'est le passage de Nabila dans le supplément. Comment vous l'avez vécu, le buzz qui a suivi? Est-ce que vous vous êtes dit, finalement, il a fallu qu'une starlette de la télé-réalité vienne sur un plateau pour me donner une expression encore plus importante, ou finalement vous l'avez vécu très sereinement en disant c'est tout bonus? Je pris la direction du palais, en garde royale, un peu gelé, m'informa que le roi, sa femme et le petit prince étaient justement partis chez moi. N'ayant plus le temps de serrer la pince de monseigneur, je peux avoir une oreillette pour traduire parce que je comprends. La question c'est de savoir qui a buzzé qui. Ouais. Non, il se trouve que la chronique commençait à rencontrer un public, je pense de plus en plus curieux au supplément. Je me souviens de 2-3 chroniques les semaines avant l'intervention de Nabila, sur Mitt Romney notamment, sur Barack Obama, qui avait pas mal fonctionné. Et la chronique avec Nabila n'a fait que conforter ça. Effectivement, évidemment, ça a été un coup de projecteur. Bien sûr, c'était un coup de projecteur formidable, mais sur quelque chose qui existait déjà. Et la preuve, c'est qu'après, les gens sont restés les semaines qui ont suivi, et le succès ne s'est pas démenti. Mais donc effectivement, ça a été le basculement. Ça a commencé à décoller, ça a commencé à monter, et puis là, la fusée a décollé avec Nabila. Mais elle était déjà sur le pas de tir. Ouais. Alors, votre plume vous a valu d'être comparé à de célèbres auteurs, des proches, de Vos. Est-ce que ça vous gêne ou ça vous honore? Pour être très honnête, ni l'un ni l'autre. Pardon, c'est que je me suis jamais revendiqué de Raymond DeVos ou de Desproges ou de n'importe qui. Je trouve que les comparaisons là-dedans, de manière générale et permanente, n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que DeVos, c'est un type tellement formidable et tellement unique et tellement lui que se comparer à lui, c'est aberrant. Pareil pour Desproges, pareil pour tous les autres. Donc d'aller rechercher une parenté, un cousinage par rapport à ces gens-là, je ne me sens pas légitime. Alors si, c'est très flatteur, mais je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, j'aime leur travail. J'aime le travail d'écriture d'un mec comme Gainsbourg, comme Bashung, comme d'autres, les univers aussi des uns et des autres. Donc je pense que ce qui est très important dans ce métier, c'est surtout ne pas être... Enfin, c'est pas que c'est important, c'est pas proactif, mais je n'aime pas, moi, l'idée d'être comparé à quelqu'un. Ce métier est fait pour qu'on soit singulier, qu'on soit unique, qu'on vienne avec une originalité, quelque chose qui nous est propre, et surtout pas d'emprunter aux autres. Je pense qu'il y a un peu de trop d'ailleurs dans la scène actuelle, d'humoristes, peut-être même de comédiens, ou de choses qu'on emprunte à gauche, à droite. Non, il faut venir avec quelque chose de nouveau. Et puis c'est pas calculé, c'est pas une posture, ça vient comme ça. Il se trouve que mon exercice aurait pu très bien se vautrer, ça aurait été tant pis pour moi. J'ai pas cherché à faire quelque chose pour plaire. Il ne faut pas faire ce métier pour les autres. C'est un peu curieux de dire ça, mais il faut faire ce métier pour soi, pour ce qu'on a envie de nous de raconter. Après, que ça plaise ou pas, c'est au public d'en décider, mais il ne faut pas décider pour lui. Voilà, il faut pas faire les choses pour lui. C'est comme un peintre. Un peintre, il peint 100 tableaux. Il ne va pas demander aux gens qui viennent dans sa galerie, vous voulez que je mette du bleu, du rouge, du vert, vous aimez bien les courbes, donc je vais faire un truc de courbe. Non, il faut faire son truc, et puis advienne que pourra. Il y a un petit
petit clin d'œil à l'histoire qui moi, m'a bien fait sourire, c'est que vous avez reçu le prix Raymond DeVos, Oui. qui vous récompense de mettre en avant la langue française. Pourtant, je crois savoir que vous n'étiez pas un brillant élève, et notamment dans les matières littéraires. Mais j'étais un élève exécrable dans toutes les matières, dans toutes les branches, dans tous les arbres, toutes les feuilles. Donc j'étais vraiment naze partout. En termes de théorie, je ne maîtrise rien. Aujourd'hui encore, je ne connais la grammaire de rien. Mais d'aucune manière, dans aucun domaine, je ne connais la grammaire, la théorie, le pourquoi du comment des choses. Je fais les choses en fonction de ce qui me tombe sous la main et je m'en accommode. Alors c'est vrai que venant de nulle part en termes de scolarité, que l'institution, en l'occurrence le ministère de la Culture, me remette ce prix-là, là en revanche j'étais très honoré, j'étais très touché de ça. Parce que pour moi c'était un beau clin d'œil de recevoir un prix comme celui-là, tout comme quand j'ai été édité par Plomb, le fait d'avoir mon livre comme ça, tout d'un coup le jour où j'ai reçu mon livre, je me suis dit mais moi qui n'ai jamais eu de diplôme, jamais eu de reconnaissance véritable, je me dis voilà, j'étais chez ma mère, je lui ai donné le bouquin, je lui ai dit mais voilà maman, j'ai mon diplôme. Alors justement, il y a en France, on va dire une dictature du diplôme qui dit si vous voulez arriver à quelque chose, il faut passer par là, par là. Vous êtes la preuve finalement que la détermination paye tout aussi bien qu'un diplôme. Oui, mais la détermination, c'est pas tant le papier qui compte. C'est pas le papier, c'est pas l'objet, c'est tout ce qui vient avant. C'est que si on vous donne un diplôme, c'est qu'a priori il y a eu des choses avant. Mais c'est ces choses-là avant qui importent. Et c'est surtout les choses après qui sont les plus importantes. Donc il faut se débrouiller pour avoir l'équivalent d'un diplôme, pour avoir du contenu, pour avoir des choses à dire, des choses à faire, pour pouvoir rebondir, pour poser les bonnes réponses. Le diplôme en soi, on s'en fiche. Le bouquin, c'est la résultante de quelque chose. Quand je dis que c'est mon diplôme, pour moi, en fait, c'est plus qu'un diplôme. C'est la réalisation de quelque chose, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est la preuve et le fruit d'un travail assez acharné. Donc, je suis bien plus fier d'avoir écrit un bouquin que si j'avais eu tous les diplômes de la Terre. Alors, c'est sûr que le diplôme en tant que tel, c'est un passe, mais c'est pas un passe-partout. Votre meilleur passe-partout, c'est votre force à vous, votre conviction, votre talent, votre énergie à être ce que vous êtes censé être ou censé devenir. Moi, si je suis en train d'écrire mon film, ce qui me séduit beaucoup plus, c'est pas un type qui a fait le conservatoire en ayant eu tous les premiers prix. Ce sont des natures, ce sont des personnalités, ce sont des gens qui sont, je le redis pour la 1e fois, mais c'est parce que ça me touche, moi, la singularité, les gens qui sont ce qu'ils sont. Voilà, les gens, la nature. La singularité, c'est inné. Il y a aussi le fait que vous n'avez pas choisi la voie de formation classique des comédiens avec les écoles de théâtre. Vous avez fait un peu d'impro. J'ai fait beaucoup d'impro. Beaucoup. Ça aide. Pour moi, ça a été une expérience déterminante. J'ai appris à jouer la comédie, j'ai appris à créer un décor, j'ai appris à raconter une histoire, j'ai appris à jouer avec le public, à jouer avec mes partenaires, à être rapide, à rebondir, à écouter. En impro, si vous écoutez pas, vous êtes mort. Donc c'est de choper toutes les émotions, toutes les informations, tous les éléments pour créer un rapport, un personnage, une histoire. Donc ça a été pour moi une école assez fondamentale. C'est là qu'on arrive le mieux à recréer une personnalité qui nous est propre. Et c'est là où on se découvre, on se dit tiens, je suis capable de ça, tiens, j'ai de l'imagination, je n'imaginais pas en avoir autant, je ne savais pas qu'on pouvait s'autoriser à tout d'un coup imaginer une histoire qui se passe sur la Lune alors qu'on est avec des skis. Ben, pourquoi pas? C'est de créer, de trouver, d'aménager des clés pour aller ouvrir des portes et de se rendre compte qu'en fait, ces clés-là, elles ouvrent bien plus de portes qu'on imagine. Et qu'on a plein de portes dans la tête. D'ailleurs, vous n'entendez pas claquer parfois les portes dès qu'il y a un courant d'air? Parce que moi, je peux vous dire que j'avais des portes dans tous les sens. Un truc